Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode au sein de Volodalen appelé Brut de préférence, et cette fois-ci j'accueille Cyril pour la deuxième fois d'ailleurs. Oui. Et on va parler de la foulée. Alors peut-être avant de commencer, on sait que la foulée elle est identifiée au monde de l'athlétisme aujourd'hui. En tout cas c'est eux qui semblent avoir le maître mot sur la foulée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà pour commencer sur ce lien entre l'athlétisme ou le monde de l'athlétisme et puis la foulée? Disons que je peux dire que si tu vas apprendre à nager, tu vas plutôt voir un prof de natation, puis si tu vas apprendre à courir, tu vas plutôt voir quelqu'un qui est dans l'athlé. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'athlétisme, en tout cas de ce qu'on appelle les courses dans l'athlétisme, et même dans les sauts on les retrouve, que d'avoir appris la technique dans la manière de courir pour être le plus efficace possible. Alors maintenant, au sein même de l'athlétisme, on pourrait faire encore une grande différenciation, c'est-à-dire ceux qui historiquement se sont le plus intéressés à la technique de la foulée, eh bien, c'est plutôt ceux qui s'occupaient de la vitesse. C'est venu, le fait de s'occuper de la foulée dans le demi-fond, mais un petit peu plus tardivement. Mais d'entrée, les spécialistes de la vitesse, du 100 mètres, du 200 mètres, ont eu cette approche très technique du geste. Donc plutôt les sprinteurs. Les sprinteurs seraient les pros de la foulée. Alors, en tout cas, c'est eux qui, le plus vite, le plus tôt, se sont intéressés à la manière d'être le plus efficace possible en courant. Ok, et donc c'est quoi cette foulée? Donc on parle de foulée type sprinter. Est-ce qu'il y en a une très typique? Alors il suffit de regarder un 100 mètres aujourd'hui pour voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais on pourrait produire la réponse selon le temps. C'est-à-dire que c'était pas la même vision. Parce que ça n'a pas toujours été la même foulée. Non, dans les années 60, c'était pas les mêmes propositions que ce que ça a été dans les années 80 et que ce que c'est aujourd'hui. Donc il y avait plutôt une vision dans les années 60, déjà rappelons, on court plutôt sur de la cendrée, donc c'est un matériau qui rebondit pas trop, et on voit plutôt le sprinter comme une espèce de, je sais pas, comme un tracteur, c'est quelqu'un qui est capable de produire de la puissance, et qui est capable de venir tracter, de venir pousser. Donc on voit plutôt la masse musculaire, on voit plutôt un système de poussée. Donc toutes les grandes consignes d'ailleurs qui étaient données, c'est des consignes, il faut tirer sur les bras, on va pousser long dans le sol. C'est des consignes qui renvoyaient vers de la force, vers de la puissance. Alors nous, on dirait vers une force qui s'inscrit plutôt de l'arrière vers l'avant, ce qui est assez logique. Donc une force plus horizontale, qui va avec des masses musculaires plus importantes. On voit d'abord la puissance en action dans le sol. Ok. Mais, donc là, tu parles de quelque chose qui est plutôt horizontal, avec de la poussée. Si moi je regarde ce qui se fait aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On me parle de quelque chose qui rebondit, qui est plutôt léger, qui est plutôt verticalisé. Comment est-ce que tu expliques ce passage justement de l'un à l'autre, de cette poussée? Est-ce que déjà il y a eu un passage? En combien de temps ça s'est fait? Et puis qu'est-ce qui a amené justement à comprendre que c'était peut-être pas que de la poussée? Et aujourd'hui, on est plutôt dans ce système un peu de rebond. Est-ce que c'est que ça? Alors aujourd'hui, c'est les deux. Tu regardes quand même un sprinter, c'est quand même quelqu'un qui a une masse musculaire assez considérable, qui fait de la muscu, mais en même temps qui doit être capable de rebondir. Donc si on prend la foulée vue chez le sprinter aujourd'hui, c'est en même temps un modèle de poussée, puis en même temps un modèle masse-ressort. Parce que dans un 100 mètres, si je prends le 100 mètres, il y a une phase de poussée, puis après il y a une phase de maintien de la vitesse. Alors peut-être pour décrire comment quand même on est passé d'un modèle plus en poussée à un modèle pour... Ouais, parce que tu me parlais de cendré, mais donc il y a eu cet effet nouvelle technologie qui est arrivée aussi et qui a sans doute eu un impact sur la foulée. Donc si on synthétise, on pourrait se dire en 60 ans, la foulée a été vue comme un modèle plus de poussée qui est passé effectivement à un modèle plus de rebond. En particulier à partir du 50 mètres, quand il fallait maintenir sa vitesse. Et que ça s'est fait avec un certain nombre de connaissances qui sont venues au fur et à mesure opérer, qui ont amené ce changement de point de vue, qui s'est passé dans les années 70. Et ça s'est passé effectivement au moment où plein d'autres choses changeaient, notamment les matériaux, des premières pistes en tartan sont arrivées. Alors, il y a eu plusieurs techniciens qui l'ont traduit, en France, des gens comme Piron, comme Piacenza, comme Hurtebise, qui ont traduit ce changement de vision dans la foulée. Ils ont d'abord traduit à travers des observables de terrain.
Par exemple, Piron, qui était un excellent technicien, qui a été DTN français de l'athlétisme, donc directeur technique national dans les années 70, lui disait, bah, écoute, c'est simple, on racontait à l'époque, dans les années 60 et 70, on racontait qu'il fallait pousser pour pouvoir avancer. Or, normalement, si tu pousses, il y a quelque chose, si on fait un truc comme ça avec une bagnole, il y a quelque chose qui va sortir derrière. Donc comme la piste elle est en sable, elle est en cendré, eh bien normalement au moment où on pousse, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des trous dans le sol, puisque ça met bien de la puissance dans le sol, et puis ça envoie du sable vers l'arrière. Il disait c'est simple, vous regardez une piste en cendré, vous regardez sur les 10, 15, 20 premiers mètres, vous voyez ces trous, et vous voyez le sable qui était projeté par le sprinter en arrière. Et donc c'est bien que sur ces premiers mètres, il y avait de la poussée. Maintenant, il disait, vous vous déplacez, vous allez aux 50 mètres, et vous allez voir plus de trous, et puis plus de sable qui est envoyé. Donc ça voulait dire que cette fois, on voyait des trous, mais que à la verticale, des pointes qui venaient dans le sol, et qu'il n'y avait plus de force qui allait vers l'arrière. Donc si la force n'allait plus vers l'arrière, c'est qu'elle était à la verticale. Observation de terrain. La foulée devient une foulée qui est moins en poussée, en tout cas à partir du 50 mètres, et on commence à représenter le corps sur la verticale à partir de simples observables de terrain. Alors conjointement, par exemple, Piacenza, qui était un technicien, l'entraîneur de Marie-Josée Pérec et de plein d'autres sprinteurs français, lui était embauché en tant qu'entraîneur, notamment à l'INSEP, mais il était aussi embauché pour faire des vidéos. Donc c'était un des premiers à avoir des grosses caméras qui permettaient de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de la haute fréquence. Et donc il faisait des kinogrammes. Et il observait que déjà dans les années 70, notamment un des personnes qui a été vraiment impliquées, c'était le champion olympique du 110 mètres haies qui est devenu ministre après, qui s'appelle Guy Dru. Et il disait, quand on proposait à Guy Dru après la haie, qu'est-ce qu'on lui disait? Guy, tu viens chercher ton appui, tu vas dans le sol et puis tu pousses pour reprendre de la vitesse. Et il dit, moi, quand j'observais mes hautes fréquences, j'observais que Guy Dru, il descendait pas. Après sa haie, puis il passait la haie surtout jambe gauche, je crois, donc il venait reprendre réception jambe gauche, eh bien, il restait haut placé. Donc en fait, il n'était pas en train de faire de la poussée après sa haie, de nouveau, il était à la verticale. Et en fait, les exemples comme ça se sont cumulés dans lesquels ça a été amené à une bascule, depuis les années 60 jusqu'aux années 80, à une bascule qui part de la poussée pour aller vers le rebond, qui part de la force horizontale pour aller vers de la force verticale. Voilà, ce changement, il s'est opéré chez les techniciens du 100 mètres à ce moment-là, dans ces 10-15 années. Ça veut aussi dire que sur le terrain, eh bien, de plus en plus, les exercices qui ont été proposés ont été des exercices de rebond sur l'avant-pied. Parce que ça correspond à ce système vertical, ce qu'on appelle le modèle masse-ressort en science. Mon corps est un ressort, la masse vient dessus et donc je n'ai plus qu'à rebondir. Ok, donc il y a ce côté poussé, il y a ce côté rebond. Chez Volodalone, on utilise deux grands concepts, le côté terrien, le côté aérien, le côté plus en poussée, le côté plus en rebond. Est-ce que tu arrives à nous donner un peu plus de détails justement sur ces liens? Et puis du coup, sur la progression, si on reprend ce sprint, est-ce qu'il y aurait une bonne manière de courir ou de se placer? Est-ce que les aériens, par exemple, seraient meilleurs ou est-ce que le terrien serait meilleur? Si c'est deux systèmes qui sont peut-être différents? Voilà, là on pourrait presque l'utiliser en synonyme. Le versant, on demandait de pousser, c'est comme si on demandait à tout le monde d'être un terrien. Et puis maintenant, on demande plutôt de rebondir, c'est comme si on demandait un peu à tout le monde d'avoir des attributs d'aérien. Donc il faut l'utiliser un peu comme un synonyme. L'un vaut l'autre. Et remarquez que si on reprend le coureur de 100 mètres, c'est assez cohérent, parce que je pars d'une position immobile, avec un centre de masse, je suis dans les blocs, qui est plutôt plus en bas. C'est ce que l'on dit que signifie être terrien. Et puis, je dois venir me sortir de là pour venir dans une position qui est la position de maintien de vitesse, qui s'obtient entre le 40 et puis le 60 mètres, qui est une position plus verticale, où là, je dois être capable de venir utiliser la vitesse précédente, donc l'utiliser l'énergie plus élastique pour rebondir, et donc la deuxième partie est plus aérienne. D'ailleurs, nous, dans les observations, dès qu'on a un sprinter qui nous dit, on en suit plusieurs, dès qu'un sprinter qui nous dit, sur les 50 premiers mètres, j'ai un petit peu plus de difficultés, mais je rattrape plutôt sur la fin de course, on n'est jamais sûr à 100%, mais il nous dit quand même qu'il est meilleur dans l'extension rebond, et donc les probabilités qu'il soit plus aérien pour un même niveau de performance est plus importante. Après, si on regarde sur le plus haut niveau, c'est 50-50. On peut être très fort en étant terrien et très fort en étant aérien, ça dépend d'abord de fibres, donc de préférence énergétique, de fibres rapides, plutôt
que de système moteur. Les systèmes moteurs ne viennent qu'éclairer une manière de faire de la puissance avec ces fibres musculaires. Mais il y a un truc du coup que je comprends pas, parce que tu me parles d'aérien et de rebond. Tu me parles de terrien et de poussée. Moi, si je me replonge dans ce qu'on m'expliquait à l'université, par exemple, quand on apprenait le sprint, on m'apprenait effectivement à être très léger quand je courais. Et en même temps, on me donnait des indications qui, à l'époque, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, je sais qu'elles sont terriennes. On me disait, tes bras, par exemple, tu dois les utiliser comme des poids. C'est des grands poids que tu dois amener devant et derrière. Quand tu les propulses en avant, elles vont attirer ton corps en avant. Donc, on me parlait de quelque chose qui était de poids, lourd, plutôt sur cette connotation horizontale. Et en même temps, on me disait, mais pense léger et viens rebondir. Et du coup, j'ai envie de dire, en fait, il est en train de me parler que je dois faire de l'aérien et du terrien en même temps. Et c'est possible, ça? C'est logique? Alors, je vais déjà retraduire peut-être ce que tu viens de dire sur les bras. Nous, on a pu montrer qu'un système aérien, c'est un système qui est plus dans le rebond, dans lequel les bras jouent plus un rôle d'équilibrateur. Alors qu'un système terrien, c'est un système plus de poussée, une force plus horizontale. Et dans ce cas, si je fais comme ça avec mes bras, c'est bien une énergie dans laquelle, alors en athlète, on dit souvent, tire plus sur tes bras. Voilà, c'est bien pour mettre une énergie, cette fois, horizontale. Alors donc, ce que tu me dis, tu me dis, si j'ai bien traduit, c'est qu'en même temps, on me disait d'être super avant-pied, super dynamique, puis en même temps, avec mes bras, on me disait d'aller vers l'avant. Oui, c'est ça, c'est dynamique et en plus aller chercher cette verticalité avec notamment un genou, peut-être on y reviendra par la suite, mais un genou qui monte très haut avec une jambe qui vient devant, il y avait ces fameux griffés, donc je devais tout le temps être à la verticale et en même temps je devais utiliser ces bras de manière très horizontale. Et alors ça me dérangeait pas plus que tant, mais aujourd'hui je me... Ça va si tu y arrivais. Franchement, alors j'étais pas un très grand sprinter, hein. Mais aujourd'hui, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre cette consigne qui pourrait être comprise comme être à l'opposé l'une de l'autre. Ouais. Alors, les techniciens de l'athlé sont les meilleurs techniciens de la foulée, mais ils n'ont pas de problème d'économie. Ils sont riches de chez riches. Je ne dis pas que ça gagne beaucoup d'être entraîneur d'athlé. Je dis juste qu'ils sont riches en termes d'énergie. Et donc, en fait, il faut comprendre... La plupart, si on prend les modèles qu'on appelle modèles terriens et aériens, on va se rendre compte que dans les consignes qui sont données par les techniciens de l'athlé, de la vitesse en particulier, on pourrait dire mais c'est complètement contradictoire ce que tu viens de dire. Et c'est vrai. On pourra revenir dessus, mais il y a des consignes qui semblent complètement contradictoires. En revanche, si je suis pété d'énergie, si je n'ai pas de problème d'économie, eh bien je peux essayer de tirer le meilleur parti des consignes qu'on donnerait pour un terrien, et les meilleures parties des consignes qu'on donnerait pour un aérien. Donc ce que tu as vu traduire, c'est en même temps, tiens, on te disait quoi? Profite du rebond, puis en même temps, oublie pas que tu dois aller vers l'avant. C'est possible ça, d'utiliser tout un maximum comme ça pour être... Alors tu vas me dire peut-être c'est parce que c'est 100 mètres, et que tu me dirais de faire la même chose sur 42 km, la question serait tout autre. Mais Alors je dirais, dans ta tête sur 100 mètres, c'est possible. Si je devais te répondre. Alors pourquoi je vais insister, je vais amener quand même des éléments plus techniques derrière. Sur 100 mètres, l'objectif, il est simple, c'est d'être le plus vite possible à franchir la ligne d'arrivée. Et la vitesse, c'est de la fréquence que multiplie de l'amplitude. Donc tous les entraîneurs d'athlètes vont chercher la cadence la plus élevée, la fréquence la plus élevée, avec l'amplitude la plus importante. La cadence la plus élevée, ça réduit le temps possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un appui, on le sait pour un coureur de 100 mètres qui est en 10 secondes, le temps d'appui, c'est 100 millisecondes. Donc ça va super vite. Voilà. Donc il faut que les jambes, en dessous, elles aillent super vite pour te créer de la cadence. Et il est vrai que ça semble contradictoire, parce que si je veux aller super vite avec mes bras, je vais faire ça. Je ne vais pas faire ça. On voit bien que là, c'est un oscillateur dans lequel ça va me demander plus de temps que juste le fait de faire ça. Donc je pourrais même accélérer ma cadence en faisant des tout petits mouvements. Peut-être que j'aurai moins d'énergie vers l'avant, mais j'aurai une cadence super élevée. Oui, mais si j'ai une cadence qui est super élevée, je perds dans mon amplitude. Donc ça va répondre à l'amplitude. Donc de nouveau, si on prend les formules mathématiques qui sont derrière, eh bien on va essayer d'avoir une consigne qui va te chercher de l'amplitude, de l'horizontalité, puis une consigne qui va te donner de la verticalité et en même temps de la cadence, parce que les formules le permettent. Donc, quand on est dans la pensée, la foulée parfaite, elle est possible. Quand on est dans la pensée.
Et du coup, cette foulée dite parfaite de l'athlétisme ou du sprinter, moi j'ai cette représentation. Moi, je viens pas du monde de l'athlétisme, donc moi, dès qu'on me parle légèreté, rebond et tout, c'est pas du tout dans ma nature. Mais quand je vois certaines vidéos sur YouTube, sur les réseaux ou peu importe, qui sont tournées soit sur tapis, soit sur piste d'athlétisme du monde de l'athlé, j'ai l'impression de voir des gens qui exagèrent toutes les phases des mouvements. Je vois un genou qui va relativement haut. Alors je me rappelle aussi de ce qu'on m'avait appris avec ce griffé, donc cette pointe de pied qui doit aller chercher le sol puis tirer. Un dos qui est presque arqué à l'envers tellement je suis en extension. Déjà, est-ce que tu arrives à me décrire ce que c'est cette foulée athlétique, ce qui est lié aux gammes athlétiques en fait, et puis ce que ça impacte du coup sur la foulée en elle-même? Alors, je vais déjà, sur la première partie, je peux répondre par rapport à cette notion d'ambiguïté, c'est une chose et son inverse. Voilà. C'est une chose et son inverse dès qu'on va rechercher une performance au plus haut niveau. Voilà. Et donc, dans la foulée, on va dire une chose et son inverse. C'est possible dans les équations. Sur le terrain, c'est ce vers quoi je vais tendre. Ça va me demander une énergie considérable pour y tendre, ça s'appelle du haut niveau. Et c'est ce qui fait que parfois, ça peut être vu comme une contradiction. Mais si je lève la contradiction, je deviens le meilleur au monde. C'est typiquement ce qui avait été dit pour Bolt, une foulée super ample et une cadence qui est au même niveau que les autres. Donc, je suis devant. Mais ça, on va le voir dans un peu tous les sports. La capacité à venir synthétiser des systèmes opposés que d'autres ne vont pas pouvoir synthétiser. Il va y avoir un prix, c'est très clair. Le prix, ça peut être le fait de se faire du mal, ça peut être le fait de dépenser une énergie considérable. Là, le prix, c'est une énergie considérable. On va y venir, c'est pour ça que ça peut être valable sur du 100 mètres et on ne voit plus du tout la même chose sur un 800 mètres, sur un 1500 mètres. Maintenant, si on rentre plus, parce que c'était plus l'objet de ta question, c'est est-ce qu'on peut être un peu plus technique sur c'est quoi une foulée? C'est vrai que tout paraît tellement grand, tout paraît tellement ça, c'est super ample, c'est en même temps, tu disais, du relâchement, mais de l'engagement quand même, ça c'est de l'engagement, c'est pas du relâchement en premier. Et donc, il faut plutôt décrire maintenant quelles sont les différentes consignes qui ont été données, qui sont toujours d'ailleurs données sur le terrain, à partir du moment où on s'est dit que conjointement je voulais être un peu terrien puis un peu aérien, profiter des avantages du terrien et des aériens, ben, la manière dont techniquement l'athlète va la définir, eh bien parlons déjà du système aérien. Le système aérien, c'est quoi? C'est un modèle masse-ressort. Ça veut dire que j'ai déjà acquis une vitesse, et tous mes muscles, tout mon corps, tous mes tendons vont se comporter comme un récupérateur d'énergie. Et pour récupérer cette énergie, eh bien, je vais tendre mes élastiques ou alors je vais comprimer le ressort selon le modèle que j'ai en tête. Pour pouvoir comprimer le ressort, un truc est simple, on a besoin d'un bras de levier, puis on a besoin d'être aligné. Donc c'est pour ça qu'on te disait, il faut que tu sois grand. Être grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas trop utiliser la triple flexion. Tu dois être suffisamment solide avec ton centre de masse en haut pour que tes élastiques soient déjà pré-étendus, pour qu'au moment où tu viens dans le contact avec le sol, boum, ça finisse de l'étendre, ça met en réserve et ça va renvoyer très vite. Donc ça, c'est le modèle masse-ressort. Donc une des choses qu'on va te demander en athlète, c'est d'apprendre à courir avant-pied. Sinon, tu n'as pas ton bras de levier. L'autre chose qu'on va te demander, c'est d'être grand. Donc ton centre de masse est haut placé, sinon tu n'as pas l'alignement, tu amortis au moment de l'appui. Si tu amortis au niveau de l'appui, eh bien tu n'es plus dans un modèle masse-ressort. Donc appui avant-pied qu'on a revu après réapparaître dans d'autres conditions que sur un 100 mètres, appui avant-pied en étant haut placé. Troisième chose, son appui avant-pied, il doit venir sous ton centre de masse. Parce qu'il y a un principe qui est simple dans le modèle masse-ressort. Ça s'appelle le principe d'action-réaction. Puisque ton corps, c'est une grande ligne dans laquelle tu as mis ton bras de levier, si tu mets une force dans un sens, tu réagis dans le sens opposé. Donc si ton pied il pose à l'avant de ton centre de masse, qu'est-ce que tu vas faire? Ça donne une force qui va vers l'avant, la réaction de la force, elle va vers l'arrière, tu recules. Donc c'est un frein au mouvement. Ça veut dire qu'il faut en même temps penser à être grand, et puis en même temps penser à ce qu'il n'y ait jamais de frein au mouvement. Et pour ça, c'est pour ça que tu le traduis par le fait de grands mouvements, parce que bien sûr on a besoin de l'amplitude, mais il y a besoin d'un autre truc. C'est de lever à fond sa cuisse. La cuisse, que tu regardes les sprinteurs, elle se lève à fond à l'horizontale. Pourquoi? Parce que ce qu'ils cherchent, c'est pas à lever la cuisse, c'est pas ça l'intérêt. C'est à proposer un point fixe qui s'appelle le genou, pour que la jambe vienne s'étendre, et par effet élastique de toute la chaîne postérieure, une fois que la jambe est étendue,
elle revient dans un mouvement d'avant en arrière. Et donc au moment où ton pied va se poser au niveau du sol, il a un mouvement qui va vers l'arrière. Comme ton pied a un mouvement dynamique vers l'arrière, et qu'il a fallu pour ça ce point fixe autour du genou pour que ça revienne vers l'arrière, eh bien au moment où il va toucher le sol sous ton centre de gravité, la force, elle va vers l'arrière, et donc ton centre de masse, il va vers l'avant. Donc cette grande amplitude qui t'est donnée, c'est bien sûr parce que je cherche à avoir des grandes foulées en étant dans une cadence élevée, mais aussi j'ai besoin de ce centre de rotation pour mon genou pour avoir le temps en l'air de tendre ma jambe pour qu'elle revienne avec cette chaîne postérieure qui réagit vraiment comme un élastique qui renvoie l'énergie pour que moi j'aille vers l'avant et pas que j'aille vers l'arrière. Donc ça c'est le système aérien dans les consignes de l'athlétisme. Quand un entraîneur d'athlétisme demande de lever les genoux, c'est pas pour lever le genou, c'est pour que ça devienne un point fixe de rotation pour que le pied revienne de l'avant vers l'arrière et qu'il se pose dans une dynamique postérieure pour renvoyer ton corps vers l'avant. Mais j'ai du mal, enfin je le conçois bien ça, mais je me rappelle quand on me demandait, on faisait ces exercices d'alignement debout sur un pied, puis il fallait lever ce genou assez haut, on se tenait une barrière, là puis il fallait faire un griffé un peu dans l'air. Et puis griffé. Voilà, et puis l'entraîneur qui nous disait toujours, ou le prof à l'époque, bah, lève de plus en plus ton genou, essaye d'aller chercher haut. Mais je sentais bien qu'au plus j'allais haut d'un côté, au plus ma jambe opposée, elle s'affaissait complètement. En fait, est-ce que je perdais l'alignement? Est-ce que j'avais besoin de compenser? Je comprenais pas trop ce qui se passait, mais impossible de répondre à sa demande d'aller chercher autant d'alignement sans qu'il y ait de la flexion sur l'autre jambe. J'ai un vrai problème avec ça. Alors peut-être on va le retraduire physiquement, c'est qu'on n'a pas d'articulation en plein milieu du bassin là. Donc si tu lèves d'un côté, tu baisses de l'autre côté. Tu ne peux pas faire autrement. Mais là, tu étais juste placé, donc c'est-à-dire à un moment donné, le système de monter le genou peut devenir contradictoire avec le système d'être en appui, en extension sur la jambe opposée. Et donc ce que l'entraîneur va chercher, c'est pas que ce soit contradictoire, c'est que tu sois au climax, là, en plein milieu de l'endroit où ton genou il est suffisamment haut sans que ta jambe elle soit pliée. Mais à un moment donné, ça va intervenir. Ben, c'est ça ce système de régulation de tes opposés. Donc à un moment donné, tu vas chercher l'un et l'autre. Tu vas chercher à être haut, tout en étant haut sur ton appui, et tu vas à cette rencontre qui est toujours un point un peu instable et qui te donne ce sentiment que tout est exagéré. Parce que non seulement la personne est très haut à l'appui, mais en plus avec le genou, elle monte haut. Alors des fois, ça aboutit à des trucs assez rigolos, parce que tu demandes ça à un athlète, ben, à force des heures de travail, il a réussi à venir synthétiser ces systèmes conjoints qui peuvent être opposés. Tu demandes ça à un gamin, il n'a pas réussi. Hein. Donc un gamin, quand tu lui dis monte les genoux, il va te les amener derrière les oreilles, et puis il a le coccyx qui rase le sol. C'est ça, tout en flexion sur le résidu. Et donc là, en fait, alors souvent je disais, ben, ne dites plus aux enfants de venir faire des systèmes de montée de genoux. Vous devez d'abord lui dire qu'il faut être dynamique sur son appui. Puis après, son genou, il monte à l'endroit où il peut. Le sol est un trampoline. Et puis au fur et à mesure, dans le trampoline, quand tu es en l'air, tu montes ton genou, mais toujours, tu dois venir rebondir sur le trampoline. Est-ce que ça veut dire que pour une population globale, est-ce que seuls les aériens peuvent tendre à aller vers cette technique de sprint? Ou est-ce que même les terriens, le plus en flexion possible, peuvent tendre aussi? Non, quand on regarde à haut niveau, quasiment nulle part tu n'as que des terriens ou des aériens. C'est simplement le terrien, la personne terrienne spontanément, mais il y a d'autres paramètres comme l'anatomie qui rentrent en jeu. Quand il faut sortir des blocs, ceux qui sont grands, ils sont quand même un peu désavantagés par rapport à un petit. Quoi. Et donc, mais si on parle que de ce système moteur-là, ben, il y en a un qui a un avantage, c'est plutôt quand il part dans les blocs et quand il faut pousser long. Puis il y a l'autre qui a l'avantage, c'est plutôt sur la deuxième partie. Mais si tu regardes les meilleurs, bah, tu peux avoir Blake qui est terrien, tu peux avoir Bolt qui est aérien, donc tu verras de tout qui est à l'œuvre. Simplement, il y en a un qui devra peut-être un peu plus développer les systèmes de rebond, puis l'autre un peu plus développer les systèmes de poussée. C'est chacun son job. Ça, la différenciation, elle se fera peut-être plus sur les consignes qu'on va donner. Sur les consignes, sur le type de travail à réaliser. Est-ce que je considère que ma force enclenche la faiblesse? On s'occupe typiquement, là où on aide actuellement une sprinteuse de très bon niveau en France, ben voilà, elle est super forte sur les 50 derniers mètres, c'est un système de rebond, on est le seul, et donc on n'a presque plus à le travailler, on a juste à l'entretenir, mais en revanche elle est tellement faible sur la première partie qu'il faut l'aider à devenir plus terrienne qu'elle-même. Donc son besoin est terrien alors que c'est une aérienne. Pour revenir sur la technique du coup, extension, genou haut, attaque plutôt avant-pied.
Ce que l'on a gardé comme ça. étant le plus représentatif de la foulée, de l'athlète, qui ensuite est passé sur la course. C'est quand même plus le modèle aérien une fois que je suis lancé. Donc le pied qui vient se positionner sous le centre de masse pour être bien aligné, il y a quand même tout du côté minimaliste en fait. Quand on regarde ce que le côté minimaliste propose comme type de course, et puis ce que tu me dis là, pour moi c'est la même chose en fait. C'est ça, l'amplitude en moins. L'amplitude en moins. L'amplitude en moins. Et pourtant on sait que la foulée minimaliste perd un peu de son éclat aujourd'hui, non pas parce qu'elle est plus bonne, c'est juste qu'elle n'est plus aussi représentative, où on essaye de... Enfin, si on reprend l'histoire, on a quand même attaqué talon sur les 50 dernières années, on est repassé plutôt vers l'avant-pied, on est en train gentiment ici de se dire que les deux sont pas mal, au final en fonction de la motricité. Cette foulée minimaliste, t'en penses quoi? Ou en tout cas, comment est-ce que tu peux amener d'autres informations là-dessus? Le courant minimaliste, c'est l'enfant illégitime de l'athlétisme. C'est même pas que l'athlétisme l'avait fait. A fait un petit peu fait avoir par l'aspect, je remplace l'amplitude par la cadence. Après, ça a un sens. Mais c'est clairement un descendant de l'ensemble des consignes qu'on vient de donner. Si on regarde les propositions de cette foulée, on remplace l'aspect vitesse égale amplitude fois cadence. On met au-dessus la cadence, on enlève le système d'amplitude, et ça avait du sens. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'es capable de faire de l'amplitude et de la cadence sans venir osciller que si tu vas super vite. Donc tout le monde se rend bien compte qu'à partir de 20 km/h, à 10, 15 ou 20 km/h, si tu ne réduis pas ton amplitude, tu vas faire des oscillations monstrueuses. Et puis ça a un prix en termes énergétiques qui est lui aussi monstrueux. Donc, à un moment donné, si tu t'adresses à des coureurs de fond, de demi-fond, la notion de rendement devient beaucoup plus importante que pour un coureur de 100 mètres. Un coureur de 100 mètres, c'est une espèce de dragster, c'est le maximum de puissance, et puis ça va tout vers l'avant pour être performant. Mais je veux dire, si je suis crevé après 100 mètres, c'est pas un problème. Mais en revanche, si tu es crevé après 100 mètres alors que tu as décidé de faire un marathon, là, tu as un sérieux problème. Et donc, à partir du 800, c'est pour ça que, par exemple, on voyait que le 400 mètres, ça hésitait. Il y a des 400 mètres qui étaient foulées naturelles, dans les meilleurs au monde. Où on regardait même à l'époque des gens comme Juan Torrena ou d'autres, c'était vraiment leur foulée, pas travaillé. Puis il y a eu des coureurs de 400 mètres qui étaient type sprinter, donc qui eux avaient travaillé leur foulée. On le voit encore aujourd'hui. Donc 400 mètres, c'était un peu vous voyez, ça veut dire 45 secondes de course, c'était un peu l'endroit où c'était tangentiel. Mais après, dès le 800 mètres, c'est des gens qui sont beaucoup plus foulés naturels. Pourquoi? Parce que là, il y a une notion de rendement. À un moment donné, il faut être économique. Donc la manière foulée naturelle, c'est des gens qui ne le travaillent pas de manière très spécifique. Je travaille mes qualités élastiques, je travaille mes qualités de foulée, mais je ne cherche pas à changer radicalement ma foulée. Ça a été assez peu présent dans les sports d'endurance, même si c'est arrivé ces dernières années, mais c'est beaucoup plus par le travail de mes qualités physiques et pas par « je pense qu'il faut que je monte mon centre de masse, je pense qu'il faut que je fasse ça ». C'était plus un système écologique de travail des qualités plutôt qu'un système cognitif respecte cette manière de faire. Pourquoi? Parce que, de nouveau, eh bien, il y a un besoin d'économie de manière très importante. Donc la traduction de la foulée de l'athlétisme sur 100 mètres par le courant minimaliste, c'était exactement la même chose, avec en plus, on rajoute de la cadence et on enlève le côté amplitude pour avoir un minimum d'économie, donc notamment pour diminuer les oscillations avant-arrière. Donc c'est clairement, pour moi je le considère comme un biais cognitif majeur de l'humanité, c'est qu'au départ on a utilisé une vision élastique du corps à l'endroit où ça avait beaucoup de sens de l'utiliser pour aller vite, en étant court au sol, sur une distance très faible. Et après, donc on a sélectionné la bonne vision du corps, du 50 mètres au 100 mètres, sur un 100 mètres. Et après, on fait le processus habituel de généralisation. On commence à dire aux gars que vous courriez à 45 km/h, ou vous courriez à 20, ou vous courriez à 15 ou à 10 km/h, vous savez quoi, c'est pareil. Ah ben non, c'est pas pareil. Une des raisons pour lesquelles c'est pas pareil, c'est que le système élastique ne fonctionne que sur un temps court. Donc il faut être super court à l'appui. Et donc pour un sprinter, de toute façon, c'est court à l'appui. Quand vous êtes à 10 km/h et court à l'appui, c'est quand même plus compliqué. Sinon, votre énergie élastique, elle ne peut pas être conservée, donc elle part en chaleur. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles ce n'est pas quand même la même chose. Ensuite, si on reprend ce qui était dit pour le coureur de 100 mètres et puis qu'on le applique au coureur
eh bien, on va dire c'est la même chose que vous fassiez 100 kg, que vous fassiez 50 kg. Pour de l'économie, 100 kg avant-pied, ça va être compliqué de venir tenir, on va se faire mal au mollet. Et donc, on a généralisé, on va dire c'est pareil pour 100 mètres que pour un marathon. Ben non, c'est quand même pas pareil. Il y a un système qui est fait pour aller vite, puis il y a un système plus en flexion qui est fait pour aller longtemps. Donc, on a opéré une grande généralisation. Donc, la foulée idéale a continué d'être dans la tête et on ne s'est pas intéressé au réel. Et le réel est que plus vous allez long, plus vous allez en flexion, plus vous avez besoin de venir amortir, moins vous allez utiliser l'énergie élastique. Donc c'est devenu vraiment une foulée idéale dans la tête. Les gens vous expliquaient que c'est idéal de fonctionner comme ça, mais on est parti d'un endroit où ça fonctionnait, un matériau viscoélastique. Je rappelle la bascule qui s'opérait dans les années 60, on part d'une piste qui est en cendré, et on arrive sur une piste qui renvoie l'énergie. Donc on comprend que les techniciens aient vu le corps de manière très différente, parce qu'ils ne s'exprimaient pas sur le même terrain pour faire un 100 mètres. Et on va appliquer ça en disant, tiens, si on faisait l'Ultra Trail du Mont Blanc sur un 160 km, sur un terrain mou, et puis on va faire du modèle masse-ressort. Mais là, ça ne fonctionne plus très bien. Donc l'erreur a été de généraliser. Alors que le contexte n'est absolument pas le même. À la fois le contexte externe, 160 bornes n'est pas à 100 km, n'est pas à 100 mètres, le 45 km/h n'est pas à 12 km/h, mais aussi le contexte interne, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes qualités. Donc si on faisait marche arrière en athlétisme et qu'on revenait sur une piste cendrée comme en natation, ils ont fait marche arrière sur les combinaisons par exemple, donc on revient sur les matériaux qu'on avait dans le temps, les coureurs d'aujourd'hui, les sprinteurs d'aujourd'hui, ils rebasculeraient sur quelque chose de moins, on va dire pliométrique, de moins rebondi. Alors, c'est toujours difficile de faire des plans sur la comète, dans une manière de répondre qu'il n'existe pas de peuple bête sur un territoire qu'il connaît bien. Donc la foulée qu'on vient d'évoquer, elle est logique pour un 100 mètres. Les techniciens du 100 mètres, c'est eux qui savent comment on court vite. Le problème vient de la généralisation, du fait d'avoir dit tout le monde doit être un coureur de 100 mètres, comme même j'aurais décidé d'être coureur de marathon. Et donc, si le sol devenait plus mou, d'une manière ou d'une autre, essayez de courir sur du sable bien mou, je sais pas, vous allez sur la plage au Touquet, tiens, par exemple, ou ailleurs, j'ai vu ça comme ça. Et donc, vous allez sur n'importe quelle plage et puis vous essayez de rebondir en étant dans un modèle avec un appui avant-pied juste en dessous du centre de masse, vous allez vite vous épuiser. D'ailleurs, une bonne manière de savoir si quelqu'un est plus élastique ou pas, c'est que vous regardez ses performances, par exemple, sur un 1500 mètres sur la piste, puis après, vous le faites faire un cross. Et vous allez vite voir que s'il est un peu derrière au cross, c'est un coureur élastique. Et là, il a utilisé un système élastique dans un environnement qui n'était pas élastique. Donc si on revenait sur des environnements moins durs, sur des environnements moins élastiques, on pourrait s'attendre à avoir des foulées qui deviennent moins élastiques. C'est toujours la correspondance entre l'animal, son besoin, sa manière de bouger, et puis l'environnement, quelles sont les conditions qui permettent la réalisation de mes besoins. Si à un moment donné, j'ai un besoin élastique et je vais dans un environnement qui n'est pas élastique, et je vais devoir m'adapter moi-même. Je vais devoir devenir moins élastique que moi-même. Donc on comprend bien qu'il y a des foulées qui sont plutôt en rebond, des foulées qui sont plutôt en poussée. Tout va dépendre de ce qu'on appelle la préférence motrice de la personne. On pourrait imaginer la préférence énergétique aussi. Et alors j'allais dire, et au regard de l'environnement dans lequel elle est à ce moment-là. Est-ce que peut-être pour conclure, tu pourrais donner des manières de travailler sa foulée, que ce soit dans un environnement ou dans un autre, donc peut-être un environnement qui est plus rebondi sur des surfaces qui sont plus dures, peut-être le sprint, est-ce qu'il y aurait une manière de travailler sa foulée, autre que celle qu'on connaît sur les gammes athlétiques, et puis de l'autre côté, peut-être quelque chose de plus mou et de plus poussé? Oui, mais en fait, on peut retraduire de cette foulée qu'on a évoquée, parce que j'ai beaucoup évoqué l'aspect aérien de la foulée, mais on a évoqué qu'un seul aspect aérien, qui est donné même par les coureurs de 100 mètres, qui est le fait de tirer ses bras. Okay, tirer ses bras va avec le fait, intrinsèquement, dès qu'on dépasse le 100 mètres ou le 200 mètres, de baisser un petit peu le centre de masse, parce que ça traduit ce qu'on appelle le modèle de la poulie. Dès mes articulations commencent à tourner, les articulations vont se mettre plus à tourner, ce qui va m'ancrer davantage et donner le système de propulsion. Mais il y a une deuxième de consigne qui est donnée par l'athlète. Et ça, en fait, ça va être des consignes qu'on va pouvoir utiliser dans chacun des types d'exercices qu'on va valoriser. La deuxième consigne, c'est l'avancée du bassin sur l'appui. Donc en fait, dès que ton pied touche le sol, certes, tu es un modèle masse-ressort qui va rebondir, mais si en plus, tu arrives à être un modèle de la poulie qui va venir tirer dans le sol, on l'entend aussi souvent dans l'athlète, et pousser donc
ton pied va se poser, mais on va voir ton bassin qui va accélérer sur l'appui, donc avancer du bassin sur l'appui. Alors des fois dans les consignes, il y a tu prends la piste, tu la tires derrière toi. Ou alors, toi, tu te propulses sur l'avant. C'est le même type de consigne. Donc ça, c'est une consigne terrienne. C'est bien, je vais utiliser des muscles plus en concentrique pour venir me tirer à partir de la chaîne postérieure, pour venir me pousser en utilisant mes fessiers, en utilisant le système d'extension avant du corps. Et donc maintenant, si j'utilise ça et que je me dis, certes, on pourrait donner le modèle idéal, mais ça ne fonctionne peut-être que sur un 100 mètres, un 200 mètres. Mais dans la vraie vie, il faut faire des exercices dans lesquels je dois être obligé d'opérer un choix. Je ne peux pas tout faire à la fois. Je vais plutôt m'orienter à devenir dynamique à partir de la poussée, donc à devenir dynamique, rapide, j'insiste là-dessus, à partir de la poussée, ou à devenir dynamique et rapide à partir du rebond. Donc si on part de la poussée, on va plutôt d'abord chercher des exercices qui sont des exercices qui démarrent un peu plus en talon. Je n'ai pas dit qu'il fallait que le coureur de 100 mètres devienne talon. J'ai dit qu'on va opérer le modèle de la poulie, donc mes articulations qui vont venir faire ce mouvement dans le plan sagittal, arrière-avant. Et pour ça, la meilleure manière de faire, c'est de commencer un petit peu plus en talon, et puis de chercher à propulser, c'est tout le travail de pied, chercher à propulser de plus en plus vite. C'est un système de déroulé. Jusqu'en dans les années 90, quand vous regardiez comment les groupes d'athlètes s'entraînaient, les groupes de 100 mètres, 200 mètres, les sprinteurs, ils s'entraînaient en faisant ce petit rebond-là, et tous les groupes de demi-fond faisaient ça. C'est qu'à partir des années 90 que les demi-fondus ont commencé à se dire, tiens, si on était un peu des coureurs de 100 mètres, du 800 mètres. Donc là, on va réutiliser, si on considère que l'athlète, de par sa discipline, ou de par l'endroit où il en est, parce que nous, on voit plein de sprinteurs qui sont rigides, et dans ce cas-là, ils ont intérêt à revenir faire de la poussée, qui va enlever de la rigidité. C'est en enlevant cette rigidité qu'ils vont revenir élastiques, ce qui paraît un peu contradictoire. C'est en travaillant dans le sable qu'ils vont revenir élastiques parce qu'ils sont passés rigides. Et dans ce cas-là, on le fait retravailler un système terrien, pas parce qu'on veut les rendre terriens, on veut les rendre dynamiques, actifs à l'appui et même pliométriques, mais ils sont devenus rigides. Trop d'élasticité tue l'élasticité. Trop d'élasticité donne de la vibration. Et donc dans ce cas-là, on fait plutôt de la flexion pour redevenir élastique. Donc dans tous les cas, l'objectif est d'être dynamique au moment de l'appui. Mais dans ce cas-là, on va partir plutôt de l'arrière-pied, on va proposer du déroulé. Ce déroulé, ça veut dire que j'ai d'abord un fixe, passe et pousse. Donc quelqu'un comme Piron disait, il faut accepter ce qu'il appelait des apories pédagogiques. Alors c'est un mot qui est un peu... Il faut accepter que des fois on va dire l'inverse du résultat qu'on souhaite obtenir. Ça, c'est quand c'est high level. Ça veut dire quoi? Il avait repéré, pourtant Piron, lui, il n'aimait pas les gens qui n'étaient pas dynamiques à l'appui. Il dit parfois, c'est en donnant des consignes, tu es long à l'appui, qu'au fur et à mesure du travail, l'athlète devient rapide. Il ne travaillait pas dans les préférences, Piron. Mais il avait compris. Il avait déjà compris ce qu'était un excès d'extension. Dans ce cas-là, eh bien, je ne vais pas aller directement à l'objectif. La tête, elle va dire, si tu veux être bon en rebond, fais directement du rebond. Et là, la personne qui dit ça, c'est qu'il a déjà perçu qu'il y a quelque chose dans ce sprinter, mais là, il l'avait vu tout de suite aussi chez les sauteurs, il y a quelque chose qui demande de commencer lent pour aller vers le vite. Alors que chez l'autre, il y a quelque chose qui est vite dans le sol tout de suite. Et donc, pour moi, c'était comme s'il avait déjà perçu ça. Et donc, on travaille sur un système d'arrière vers l'avant, travail de pied dans du déroulé, travail de cuisse dans de la poussée, ce qu'on appelle la force horizontale. Je vais être capable de m'ancrer, d'être fort dans la verticale pour pas trop me déformer, mais je peux être un peu plus en flexion. Et à partir de là, je pousse vers l'avant. Travail de fessier, parce que quand même, un sprinter qui n'a pas de fessier, il a une grosse difficulté à passer sur l'appui. Donc c'est tout le travail des systèmes musculaires qui vont permettre la poussée. Et au départ, j'insiste là-dessus, ça paraît contradictoire, mais on va plutôt travailler dans du mou, on va plutôt travailler sur un temps d'appui long et développer les qualités de force, ensuite comprimer la force dans le temps, ce qu'on appelle la puissance, et le sprinter va devenir de plus en plus puissant, et à force de puissance, il va aller plus vite, donc il va être plus court à l'appui. Donc ça, c'est l'approche terrienne. Et là, on va beaucoup utiliser le système des bras qui propulsent, puisqu'on cherche de l'horizontalité. On travaille avec le chariot, on travaille dans quelque chose qui a à voir avec de la poussée. On travaille dans des côtes. L'inverse. Eh bien là, c'est la personne qui naturellement est en qualitatif vertical.
Et ben là, on va commencer comme c'est fait habituellement. Les consignes vont partir de l'avant-pied. Je cherche à renforcer mon avant-pied. On peut donc commencer par un système de rebond beaucoup plus cadencé pour avoir ce modèle masse-ressort. Et au fur et à mesure, plus le modèle masse-ressort est efficient, plus on va lui mettre de la résistance. On revient sur notre courbe entre force et puis vitesse, notre courbe de puissance. Et là, on le voit, on met un gilet lesté à 10 kg, puis on continue de demander un système très dynamique en mode avant-pied. On continue de demander la montée du genou pour avoir ce retour très dynamique. Quand on est, attention, quand on est dans un système pour une foulée efficace sur de la vitesse. On ne va pas demander des choses du même type quand on est sur un sport comme le marathon. Par exemple, demander à un marathonien de monter la jambe libre, monter son genou, c'est la dernière consigne qui a réalisé. C'est ce qui coûte le plus cher dans le mouvement des segments libres. Donc le genou, il faut qu'il monte tout seul. Il ne faut jamais se dire pour quelqu'un qui fait de l'endurance que je dois monter mon genou. Là, c'est une gabegie énergétique. Voilà. Donc, plutôt des consignes, plutôt des exercices proches du sol, qui amènent du déroulé, qui vont chercher de l'horizontalité, et là-dedans, je mets de la vitesse. À l'inverse, plutôt des exercices verticaux, dans lesquels il y a déjà de la vitesse, et progressivement, je vais avancer en remettant de la résistance, donc de la masse, sur de la verticalité. Et donc, je vais bien partir d'un système plus vertical pour mettre de la capacité à résister, donc ça va venir de la verticale à l'horizontale, passer sur l'appui, ou alors je vais partir d'un système plus horizontal pour venir réintégrer ma verticale. Voilà, donc, à un moment donné, un exercice, c'est un choix. Nous, le 50-50, c'est très bien dans la technique pour essayer d'avoir, si j'ai plein d'énergie, eh bien, un système qui, en soi, serait idéal, mais souvent, l'idéal, c'est dans la tête, dans la vraie vie, il faut faire des choix. Ok. Et pour conclure, est-ce que tu aurais une phrase, un petit tips, une pensée que tu voudrais donner, puis qui résumerait un petit peu cette capsule sur la foulée, ou qui viendrait extrapoler un petit peu ce... Le système idéal dans la tête peut donner la catastrophe dans le réel. Être un technicien, avoir des compétences, c'est opérer des choix, c'est dire je pars de qui tu es et je vais vers l'objectif qu'on s'est donné. Partir de qui on est pour aller vers un objectif, c'est bien opérer des choix. Attention, parce que le modèle idéal tourne dans la tête, mais tourne difficilement, généralement, dans les jambes. Bien, merci beaucoup. Merci.